Bonjour à tous, donc effectivement c'est un retour aux origines on peut dire. Donc voilà, Eric l'a dit, je travaillais énormément sur les questions d'irrigation en région méditerranéenne. Aujourd'hui on va voir un petit peu l'inverse. Je vous proposais un retour d'expérience de ce qu'on a pu tester lorsqu'on n'a pas accès à l'eau. Alors je dis retour d'expérience, je n'ai pas travaillé seul sur cette logique-là. Donc c'est pas mal de travaux sur les 10 dernières années qui associent notamment les chambres d'agriculture du pourtour méditerranéen, des syndicats, etc., sur différents projets qui ont été financés avec le concours des régions et de l'Interpro et France Agrimer. Voilà. Donc c'est une synthèse un petit peu de ce que l'on a pu imaginer en termes de pratiques culturales pour essayer de contrer les effets du changement climatique. Là, je vais passer rapidement. Le constat, on l'a vu depuis ce matin. On est sur ce type de projection qui montre, en fonction des situations de sol, des évolutions très défavorables sur les rendements. Et j'insiste également sur les causes, ce sont des stress thermiques et hydriques. Donc il y a les deux aspects liés au raccourcissement du cycle végétatif. Et comme le mentionnait Thierry notamment, les effets dépendent du type de sol. Donc, dans les résultats que j'ai présentés, on s'est situé dans des situations à forte contrainte hydrique. Donc, pour quantifier la contrainte hydrique, je vais revenir là très rapidement sur l'outil de référence que l'on utilise pour vraiment concrétiser les choses. Voilà, on regarde un petit peu comment se passe l'évolution de la contrainte hydrique au cours d'une journée. Et j'utilise une image qui a été proposée par M. Champagnol. Dans ses ouvrages, on considère la vigne finalement comme une éponge que l'on pose au niveau du sol et qui se déshydrate dans la journée sous l'effet de l'évapotranspiration et qui se réhydrate en fin de nuit en fonction donc des capacités du sol à lui permettre de retrouver cet équilibre. Et en fait, l'évolution de la contrainte hydrique, c'est cette différence avec la veille qui est issue donc des pertes dans la journée et des capacités de réhydratation la nuit. Alors j'insiste juste sur un point à ce niveau-là, je parle d'évapotranspiration. Dans tous les essais que l'on a conduits, on était en absence d'herbe, toujours en sol nu. Et j'insiste sur un deuxième point qui est cette mesure-là, avec le sigle PSI-FB, là, qui est la mesure d'équilibre donc, qui nous sert de référence. Et j'en parle surtout pour cette diapositive-là, puisque je vais vous proposer de retenir ces codes de couleurs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais cette mesure de référence nous a permis de catégoriser des intensités de contrainte hydrique, et je vais utiliser ces codes de couleurs pour essayer d'illustrer les effets attendus des pratiques culturales. Allant de deux zones qui ne sont pas souhaitables, la zone bleue tout en haut, c'est une absence de contrainte, et la zone rouge avec laquelle cet exemple-là flirte, qui est une contrainte très importante, on l'a caricaturisé par l'année 2003. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé d'imaginer quand on n'a pas accès à l'irrigation? Donc, on a considéré le vignoble avec ses trois compartiments, le sol, la plante et le climat. Et on a essayé d'imaginer un petit peu les bras de levier que l'on pouvait utiliser au vignoble sur chacun des compartiments. On va commencer par le premier. On va s'intéresser directement à la vigne. Et là, le principal bras de levier que l'on peut utiliser, c'est surtout la gestion du feuillage ou de la charge en raisin. Donc je reprends mon abac, sur lequel je vous présente ici l'évolution de la contrainte hydrique pour une modalité témoin. Alors secteur des Côtes-du-Rhône, rendement espéré 50 hecto-hectares à peu près, situation d'appellation. Je vous le disais, situation assez sensible à la contrainte hydrique, sol relativement peu profond, puisqu'on flirte avec la zone rouge. On entend parfois au vignoble l'idée de dire il n'y a qu'à tomber du raisin finalement pour passer la mauvaise saison, ça aidera la vigne à mieux supporter la sécheresse. Donc c'est ce que l'on s'est employé à faire en éclaircissant à peu près la moitié des grappes à la floraison. Pour un rendement de 30 hectos en fin de saison, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas eu d'effet de l'allègement de la charge en raisin sur la contrainte hydrique. Dans la même logique, on s'est dit finalement ce que l'on veut faire, c'est lutter finalement contre les baisses de rendement. Donc puisque ça n'a pas d'effet, autant voir si en augmentant le nombre de bourgeons laissés à la taille, ça permet de sauvegarder un rendement sans affecter la contrainte hydrique. C'est ce que l'on a reproduit également et on s'aperçoit que finalement à la marge, on suit toujours le même itinéraire hydrique. La charge en raisin dans ces situations à forte contrainte hydrique n'influence pas donc la sensibilité à la sécheresse. Un autre type de travaux qui a été conduit sur cette parcelle-là, ça a été la technique de l'essimage.
Une idée également répandue est d'abaisser un petit peu la hauteur des cimages, perdre 10 à 20 cm de hauteur de végétation, pour moins dépenser d'eau finalement, et mieux se préserver des effets de la sécheresse. Donc ce que l'on s'est employé à faire. Et une fois encore, on s'aperçoit que pour des niveaux de contraintes hydriques importants, finalement ces pratiques culturales-là ne permettent pas donc de mieux passer la saison. J'ai mis en médaillon pour illustration sur la gauche la modalité témoin, sur la droite la modalité éclaircie. On voit que même au niveau de la défoliation, on est dans des approches à peu près similaires. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails, mais on a quand même des effets induits sur la maturation, qui sont ceux que l'on retrouve classiquement avec la gestion du rapport feuilles-fruits. Là, l'idée, c'était vraiment de focaliser sur le niveau de contrainte hydrique. Donc pour confirmer ces essais-là, on a répété ça plusieurs années. Je vous repropose ici une autre illustration, une année un petit peu moins sèche, avec le témoin. Et on a poussé le vis jusqu'à enlever la totalité des grappes. On s'est dit finalement c'est un effet de tout ou rien, dès qu'il reste quelques grappes, c'est ça qui permet de pomper l'eau à la vigne. Et heureusement, quelque part, parce qu'on aurait eu du mal à proposer cette technique-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'effet non plus. Même sans grappe, la vigne ne passe pas forcément mieux la période de contrainte hydrique. Donc j'ai remis les autres modalités pour la démonstration. Et j'ai surtout utilisé cette parcelle-là, car c'est une situation sur laquelle on avait des densités de plantation plus élevées sur la parcelle, avec le même cépage, même porte-greffe, même année de plantation. Et on a pu suivre, pour des densités de plantation plus élevées, l'évolution de la contrainte hydrique. Soit en resserrant les pieds sur le rang, soit en resserrant les interrangs. Et on s'est aperçu que finalement, on avait une tendance à avoir une plus grande sensibilité avec des densités de plantation élevées, ce qui a généré la question en corollaire, finalement, est-ce qu'avec des densités plus faibles, on serait moins sensible? Je n'ai pas encore la réponse, des travaux vont débuter en ce sens, sachant que plus on diminue la densité, plus on diminue le nombre de ceps, et plus on va exiger également une charge en raisin importante pour avoir un objectif de rendement économiquement rentable en fin de saison. Mais on va essayer d'explorer un petit peu cette voie-là de réduction de la densité. J'attire juste votre attention sur la modalité en noir, là, qui est la modalité écimée, qui quand même nous laissait un petit peu sur notre faim, parce qu'on voit qu'on a quand même une petite tendance à avoir moins de sensibilité à la contrainte hydrique. Et on s'est dit, il faut pousser les choses plus loin, quoi. On va essayer d'enlever encore plus de feuillage. Et on a proposé, voilà, dans cette logique-là, de regarder un petit peu les effets que l'on attendait d'un essimage. C'est finalement d'avoir moins de demandes climatiques dans la journée, pour essayer en fin de nuit de retrouver un équilibre un petit peu plus rationnel par rapport à la veille et limiter les effets de la contrainte hydrique. Donc souvent on a ce genre d'observation qui se passe au vignoble. Quand on va voir dans la journée, on a effectivement une réponse assez positive. Je crois qu'il y a eu des résultats qui ont été obtenus en ce sens dans le sud-ouest par Thierry. Ce qui se passe, c'est qu'en fonction, je vous disais, du type de sol, de la durée de la nuit, du niveau de réhydratation, en fin de nuit, on a deux cas de figure qui peuvent se passer. Soit effectivement, les capacités du milieu permettent une meilleure réhydratation, et auquel cas, on limite la contrainte hydrique. Soit, et c'est le cas comme on l'a vu jusqu'à présent, on est dans des sols qui sont trop superficiels, trop pauvres, trop secs, et on n'arrive pas à retrouver des niveaux d'équilibre malgré la baisse de la transpiration. Donc on a quand même poussé le vis jusqu'à couper en deux la végétation à véraison. L'idée c'était de faire des rognages très sévères à la véraison pour limiter la demande climatique pendant la période la plus sensible au mois d'août, avec un double objectif, mieux passer la sécheresse et peut-être également décaler la maturité, puisqu'on est sur la gestion du rapport feuilles-fruits, pour se retrouver dans des périodes de vendange compatibles avec ce que l'on connaissait dans le passé et bénéficier, comme on l'a vu précédemment, d'une meilleure maturation avec des nuits plus fraîches, etc., et retrouver une meilleure qualité organoleptique. Donc dans ce type de pratique, même constat, je passe très rapidement, pas d'effet sur la contrainte hydrique. Par contre, on a eu des effets assez positifs sur la maturité, avec des décalages sucre de l'ordre de 10 à 15 jours. Donc on a retrouvé des dates de vendange, c'était du merlot autour du 10 septembre au lieu du 25 août, quoi.
et un effet sur les anthocyanes qui est assez intéressant puisqu'on a préservé quand même l'accumulation en anthocyanes et polyphénols dans les raisins. Donc on a vraiment un décalage de maturité qui a été induit par cette pratique-là. On n'a pas pu pousser sur la vinif pour avoir des résultats organoleptiques des produits, mais c'est une façon de contrer un effet du changement climatique, donc de retrouver des dates de maturité plus conventionnelles. Je reviens à mon vignoble avec ce que l'on peut imaginer au niveau du climat. Alors là, à part les ombrages, j'insiste sur le pluriel, qui ont vraiment une attention particulière en ce moment, il y a beaucoup de travaux qui débutent à ce niveau-là. Donc je dis les ombrages parce que soit dans la technique, par la pose de filets, de panneaux photovoltaïques ou d'arbres avec l'agroforesterie, ou par les stratégies d'application de l'ombre en durée, en période, en intensité, on ouvre un éventail du champ du possible que l'on commence un petit peu à explorer au vignoble. Donc on aura l'occasion dans les années à venir d'apporter des résultats complémentaires. À titre d'illustration, voilà un petit peu ce que ça donne au vignoble avec la pose de filet dont on peut choisir le taux d'occultation à la lumière, avec des systèmes plus ou moins adaptés au vignoble, ou alors de façon un petit peu plus spectaculaire à la pose de panneaux photovoltaïques qui peuvent présenter un avantage d'un double revenu et un intérêt également sur le pilotage de l'ombrage qui permet d'adapter le pourcentage d'ombre puisque les panneaux sont mobiles finalement à la période. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, juste pour dévoiler quelques résultats, voilà les effets que l'on peut obtenir sur le niveau de contrainte hydrique. Donc, ce sont des effets assez significatifs. C'est une des modalités qui a donné la meilleure réponse. On s'aperçoit sur la gamme de couleurs qu'on a presque une classe de contrainte hydrique d'écart grâce à la pose grâce à l'ombrage, quoi. Derrière, les questions sur la maturation, on induit également un décalage de maturité sucre, 7 à 10 jours, et sur les premiers résultats acquis, une baisse également du potentiel en polyphénol en anthocyanes. Donc à nuancer en fonction du milieu, du type de vin, du cépage recherché. Là c'est pareil, donc les résultats c'est assez récent, ça a 1 ou 2 années de recul à ce niveau-là. Les vins n'ont pas encore été vinifiés pour caractériser l'impact organoleptique, mais ce sont des techniques qui permettent de répondre assez bien à la demande. J'ai mis en médaillon, pour information, la technique de brumisation. Alors on avait dit hors irrigation, l'objectif de la brumisation, ce serait d'avoir des quantités d'eau bien plus faibles qu'avec l'irrigation et d'agir directement sur le microclimat du feuillage. Les premiers résultats sont très encourageants en termes d'effet induit, pas trop en termes de prélèvement sur la ressource, mais ça serait une façon de gérer également le microclimat pour lutter contre les canicules. Et enfin, dernier compartiment, ce qu'on peut faire au niveau du sol. Donc deux types d'approches ont été testés, les paillages avec des mulches et des améliorateurs de sol. Donc, je vais y venir. Donc première expérimentation qui a été testée avec un objectif de maîtriser les adventices et surtout de limiter les pertes en eau. Pose de mulch, donc mulch assez conséquent, BRF 10-15 cm d'épaisseur, en plein au niveau du sol. Vous avez ici la comparaison à droite, le témoin à gauche en modalité avec mulch. Et un exemple de suivi. Alors j'ai volontairement mis les mêmes couleurs, c'est 1 année, la modalité témoin et la modalité mulch. Vous allez vite comprendre pourquoi. Une parcelle, 1 année, peu de différence au niveau de la contrainte hydrique. Et conduit en réseau de parcelles, tous les sites et années qui ont été testés ont montré les mêmes résultats. On n'a pas induit une meilleure préservation de la contrainte hydrique avec la pose de mulch. Alors ceci s'explique du fait que l'on est dans des situations à contrainte hydrique forte à sévère, sur des sols qui sont déjà secs, et en fait le principal effet du mulch c'est d'éviter l'évaporation du sol, mais quand le sol est sec, une fois que les 20 premiers centimètres sont secs, on n'a quasiment plus d'effet sur la rétention en eau, donc ceci explique cela. Des essais qui ont été arrêtés pour l'anecdote au bout de 2-3 ans, déjà parce qu'ils se salissaient, et puis surtout parce qu'on a eu du labour animal qui a détruit les essais. On a une grosse attractivité des sangliers, donc on a arrêté les essais. Voilà.
Et dernier point avant la conclusion, les vinichards. Alors un peu d'actualité, original. C'est un projet que l'on a conduit sur 2-3 ans avec les partenaires qui sont ici présentés. Donc les biochars en général, ce sont des résidus de matière organique qui subissent un traitement thermique, qui sont torréfiés, et qui leur confèrent des propriétés stables dans le temps et des capacités d'absorption de l'eau. On appelait vinichards des biochars obtenus avec les résidus de la filière vinicole, le compost de marc et de pulpe de raisin. Donc l'idée, c'est d'avoir un cercle vertueux, réintroduire au vignoble de la matière organique améliorée, alors soit pour améliorer le taux de matière organique, soit pour faire la séquestration carbone pour diminuer l'empreinte carbone, et c'était l'objectif recherché, avoir une capacité de rétention en eau au niveau du sol intéressante. Donc, pour des raisons diverses, les études n'ont pas pu être menées à leur terme et on va relancer des projets en ce sens. On va les relancer, je vous demanderai de retenir cette illustration-là. On a 2 parcelles pour lesquelles on a 4 indicateurs qui ont réagi de façon assez positive. Les potentiels de base, comme je vous ai présenté jusqu'à présent, la modalité en rouge se différencie clairement du témoin et de la modalité en compost, avec des effets assez significatifs. Des indications intéressantes au niveau du poids des baies. Des indications intéressantes au niveau de notre indicateur de contrainte hydrique qui se mesure sur le sucre des mous à maturité, et des indications intéressantes sur la dynamique de croissance au vignoble. Et j'en profite pour faire un petit peu de pub. Il existe en téléchargement gratuit une application Apex Vigne qui vous permet de suivre l'évolution de la contrainte hydrique au vignoble. N'hésitez pas à la télécharger, quoi. Voilà. Donc pour respecter le temps d'intervention, je vais rapidement conclure. Donc l'idée, on a vu que les bras de levier sur les vignobles sont relativement faibles pris individuellement. Par contre, l'addition des actions individuelles peut-être permettre de donner des solutions par rapport aux problématiques liées au changement climatique. Mais j'en veux pour conclusion cette diapositive que j'aimais bien utiliser, où on situe finalement la problématique du changement climatique par rapport à la vie du viticulteur et des vignes. 3 cas de figure, les vignes déjà en place, vous constatez des problèmes sur vos parcelles de façon récurrente. Qu'est-ce qu'on a comme levier? L'irrigation, on l'a vu un petit peu ce matin par rapport au partage de la ressource et l'accessibilité. Les pratiques culturales dont on vient de parler, ou les pratiques correctrices au niveau œnologique. La deuxième réflexion, c'est finalement, demain, je vais installer une vigne pour les 25-30 prochaines années à venir. J'ai des doutes sur les effets du changement climatique. Qu'est-ce qui me reste? On l'a abordé rapidement. Le choix des clones et porte-greffes. Si on est dans des situations sensibles ou sur lesquelles les rendements commencent à poser problème, il ne faut pas hésiter à aller sur des sélections de porte-greffes de clones un petit peu plus productifs. Puiser dans l'éventail du catalogue des porte-greffes. En fonction de la disponibilité du foncier, soit faire un bon travail de préparation de la parcelle, soit relocaliser dans la mesure du possible sur des sols un petit peu plus profonds, en attendant que l'on ait d'autres résultats d'études liés sur les modes de conduite, l'intérêt des gobelets, les densités de plantation, des choses comme ça. Et à plus long terme se pose la question de l'innovation variétale, de l'introduction de nouvelles variétés, pour lesquelles on a plus de bras de levier que le catalogue aujourd'hui disponible sur le marché. Il faut faire des travaux de recherche sur les nouveaux cépages, les performances des nouveaux cépages. Il y a des marqueurs génétiques qui sont maintenant connus pour accélérer les travaux en ce sens. Sachant que par rapport à la diversité des cépages que l'on connaît aujourd'hui au vignoble, même s'il existe des effets d'une plus grande tolérance, on va dire, à la contrainte hydrique de certains cépages, d'une part, ils se caractérisent pour des niveaux de contrainte hydrique forts qui sont souvent incompatibles avec la production, et d'autre part, comme j'aime bien l'employer, c'est dans l'épaisseur du trait, quoi. Donc on a aujourd'hui peu d'attentes disponibles sur les variétés et cépages disponibles. Voilà pour ce tour d'horizon. Je vous remercie de votre attention.